il faut viser le progrès et non la perfection. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à vouloir faire quelque chose c'est assez rassurant de vouloir faire quelque chose de très propre, très bien fait, etc. Mais du coup, on paye souvent en termes de délai qui est très très long et qui est incompatible avec les cycles qu'on a actuellement. Donc l'agilité, c'est bien ça, c'est viser le progrès et non la perfection. Qui pour eux, le réseau d'entreprise, l'agilité, c'est un mot, un principe, c'est quelque chose d'assez pas très clair. Et donc, je pense que mon objectif que je me fixe dans cette heure, c'est pas que vous soyez des champions de l'agilité, c'est que vous sachiez ce que c'est et que vous puissiez en parler. Et après, pour tous ceux qui sont intéressés, on pourra effectivement faire d'autres sessions d'approfondissement. Mais l'idée, c'est vraiment de cette heure-là, c'est pas de vous former, c'est vraiment que vous compreniez, parce que l'agilité, en fait, c'est pas une méthode. C'est pas, vous voyez, il y a plein de bouquins qui parlent de plein de méthodes de management pour bien manager une entreprise, pour bien élever ses enfants, etc. Là, on n'est pas là-dessus. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recettes qui marchent à tous les coups. C'est selon les types d'entreprise, c'est selon la maturité de l'entreprise, à quel stade elle est. Est-ce que c'est une start-up de 2 personnes ou si c'est un groupe de 100 000 personnes. Donc, ça s'applique dans plein de domaines différents. C'est pas de la magie, c'est des fondamentaux. C'est un petit peu comme par exemple, il n'y a pas de recette magique pour gagner au rugby. Mais par contre, on sait très bien que si on ne joue pas collectif, on risque de perdre le match. Donc, c'est ce qu'on appelle jouer collectif, c'est un fondamental. Donc, l'agilité, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des fondamentaux, des choses qui sont importantes, qui ne sont pas un succès de garantie de succès, mais qui sont des ingrédients qui, par expérience, ont fait leur preuve. Cet état d'esprit, qui pour moi est très importante, et je connais quand même pas mal de méthodes de management. Je vais en connaître, parce que c'était mon métier pendant 8 ans. J'en ai parcouru une bonne cinquantaine. Et l'agilité, parmi les 50 que je connais, je pense que c'est une des plus performantes. Elle n'invente rien, mais elle a su piocher dans tout un tas de choses le meilleur de toutes les technologies qui existaient, des techniques de management qui existaient. Et je pense que c'est important de la regarder. Alors, cette formation-là, c'est la version 1, donc elle est peut-être encore incomplète. J'ai testé sur ma famille et j'ai testé sur plein de domaines. Là, on va le mettre en application sur des cas concrets du boulot ou sur des startups d'Internet. Mais on peut l'appliquer à plein de choses différentes. On peut l'appliquer, nous, on l'a appliqué pour comment faire le ménage à la maison maintenant qu'on est en confinement, comment on s'organise, comment on estime les tâches de ménage, comment on s'organise autour de différentes choses. Donc, l'idée, c'est effectivement comment on permet de mettre en mouvement un projet. Alors, l'agilité, à quoi ça peut bien servir? Alors, avant, piloter un projet, c'était pénible. Il y avait beaucoup de processus, beaucoup de papiers, des plannings, des délais qui dérapent, des gens qui râlent, parce qu'on ne les écoute pas, parce que c'est trop lent, trop cher, parce que c'est pas ce qu'ils avaient demandé. Les gens se démotivent ou finissent par dormir en réunion. Donc, au final, sur 10 projets lancés, combien vont au but, d'après vous? Allez, vous pouvez répondre dans le chat. 20%. 20%. Sur 10 projets, il y en a 7 qui vont au bout. Et sur 7 projets, combien sont un succès? Sur 7 qui vont au bout, combien sont un succès? Voilà, 2. Donc, effectivement, il y a un taux de déchets important dans les projets. Et c'est pas parce que c'est parce que ça devient de plus en plus compliqué, ça devient plus difficile à maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'en permanence on cherche des moyens d'améliorer tous ces ratios. Alors on a tous l'impression que ça va de plus en plus vite. On se dit ouais ça va vite, mais est-ce que ça va beaucoup plus vite qu'avant? Et bien quand on regarde ce graphique, c'est le nombre d'années entre le moment où on invente quelque chose et le moment où cette chose est possédée par 25% des Américains. On voit que pour l'électricité, il a fallu presque un demi-siècle pour que la technologie se diffuse dans le paysage américain. On voit que l'Internet, il a fallu 7 ans. Et effectivement, Facebook, en 3 ans seulement, entre l'invention et le moment où les gens le maîtrisent. Donc, c'est des temps qui sont très courts. Et maintenant, on a même des applications Internet qui sortent le 1er janvier et qui, le 5 janvier, sont déjà possédées par 25% des Américains. Donc, on a une accélération des time to market. On a une accélération qui est très folle. Et ce graphique-là montre un petit peu qu'on change d'échelle et on est quelque chose, effectivement, qui nous bouscule dans nos comportements, mais parce qu'on n'est pas habitué à ça, et qui nous bouscule aussi dans la manière de manager les projets. Alors, juste pour vous donner, effectivement, chaque nouvelle génération de produits est de plus en plus complexe. Effectivement, entre une voiture qu'on faisait dans les années 75, avec une simple carburation, avec une clim, etc., jusqu'à une voiture qui est maintenant connectée avec tout un tas de fonctionnalités, le niveau de complexité a été multiplié par un facteur très important.
Et d'ailleurs, la voiture, c'est un bon secteur qui pourrait illustrer l'agilité parce qu'effectivement, il y a une telle complexité maintenant dans l'automobile que quasiment 100% des fabricants d'automobiles mondiaux sont dans de très grandes difficultés. Là, à gauche, vous avez la valorisation boursière de Renault. Vous voyez, la boîte, elle a un siècle, elle fait 4 millions de véhicules par an et sa valo est de 5 milliards. Et sa valorisation s'est effondrée. Hein. Elle est passée de, voilà, il y a entre 2018 et 2020, là, elle a perdu. Et donc, il y avait aussi les graphiques on pourrait montrer les graphiques de General Motors, de Ford, etc. Donc, toutes les voitures arrivent dans un secteur où, effectivement, ça devient tellement compliqué que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus. Et en face, on a des boîtes qui sont créées comme des startups en mode agile, comme Tesla, qui, eux, effectivement, donc, la valorisation boursière sur les 5 années, c'est la même période, ils vendent que 400 000 véhicules par an, donc 10 fois moins que Renault, et la valorisation est de 141 millions. 141 milliards, pardon, milliards, c'est des milliards de dollars. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, la valo de EDF, c'est 20 milliards. Donc là, on est sur 7 fois plus la valo d'EDF pour une boîte qui a moins de 10 ans. Donc, effectivement, l'agilité permet de gérer une grande complexité et de pouvoir le gérer de manière durable. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, avant, on était sur une organisation qui était un peu une machine. Un peu top-down, avec un management, avec une bureaucratie, avec des instructions détaillées, des silos étanches. Les silos, c'est les métiers, c'est le commercial, la technologie, le marketing, le SAV, etc. Et donc, on passe plutôt maintenant sur un système plutôt organique. Alors, même si Fred pense que ça ressemble un peu à un coronavirus, ce qui est vrai, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a plus cette organisation en pyramide, mais c'est plutôt une organisation interactive dans laquelle on n'a pas forcément des équipes qui sont séparées, des équipes de 1000 commerciaux, 1000 marketeurs et séparées des 1000 des gens qui sont dans la technologie. C'est plutôt des équipes qui sont pluridisciplinaires, dans lesquelles il est possible d'échanger. Et effectivement, les groupes actuels qui continuent à se développer et à connaître une forte croissance malgré leur taille. Aujourd'hui, il y a des groupes comme Amazon, comme Google, qui continuent à innover, qui continuent à avancer. C'est parce qu'elles ont effectivement su trouver un bon mode de fonctionnement, une bonne organisation, où chaque équipe a en responsabilité une petite fonctionnalité, et sa mission, c'est d'avoir au sein de l'équipe toutes les compétences qui permettent effectivement de comprendre le besoin du client, de pouvoir trouver les bonnes solutions et de pouvoir l'implémenter correctement. Donc l'idée, c'est que c'est des réflexions qui sont en cours actuellement chez Comwatt. On va y travailler cette semaine et la semaine prochaine pour essayer de voir comment effectivement on peut réfléchir à une organisation un peu plus organique que plutôt minérale et mécanique comme avant. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre compliqué et complexe? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est quoi la différence entre compliqué et complexe? Il n'y a pas de volontaire? Bon, alors j'y vais, parce qu'on n'a pas trop de temps là. Donc, compliqué, c'est par exemple démonter un A380, le démonter complètement jusqu'au boulon et le remonter complètement. C'est quelque chose de très long, il faut des plans, il faut de la méthode, mais on arrive à le faire, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose de complexe, c'est quand vous avez des carbonara devant vous, des spaghettis, vous prenez une photo des spaghettis, vous prenez 2 cuillères, vous le soulevez, vous le reposez et essayez de le remettre dans la même position. Vous n'arriverez jamais. Vous pouvez le faire 1 milliard de fois. Il y a des systèmes. Donc, du coup, ça, c'est complexe parce qu'on n'arrive pas à anticiper la manière dont les pâtes vont se mettre dans le plat. Et donc, même si un plat de pâtes, ça paraît plus simple qu'un A380, il y a une complexité dans un plat de pâtes qu'on n'a pas dans un A380. Parce que dans un A380, tout est rangé, tout est documenté, tout est instruit. Et donc, la complexité, elle est cassée en petits bouts. Et chaque petit bout est traité séparément et permet effectivement d'être réagrégé ensemble et de faire un projet très complexe, très compliqué. Par contre, au niveau complexe, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les gens veulent gérer avec des méthodes de projets compliqués, des projets complexes, et c'est ça, souvent, la catastrophe. C'est ce qui se passe dans l'automobile actuellement. C'est des projets complexes et ils veulent les gérer avec des anciens outils, et ça va au crash. Donc, la différence, on a 4 types de tâches. Après, l'idée, c'est bien de comprendre la différence entre les différents types de tâches. En fait, dans un projet, il y a des tâches complexes, des tâches compliquées, des tâches simples et des tâches chaotiques. Alors, complexe, effectivement, c'est quelque chose, le seul moyen. Alors, je finirai par complexe. Je commence par compliqué, pardon. Compliqué, effectivement, pour pouvoir traiter une tâche compliquée, il faut la découper en petits morceaux.
chaque morceau est indépendant et on fait suffisamment de petits morceaux pour qu'à la fin on puisse tout rassembler. C'est ce qu'on pense un peu à la pensée de Descartes. On est cartésien, c'est effectivement on fait ça. Mais ça a des limites parce qu'effectivement, quand on le découpe en trop petits bouts, il y a des interactions entre les différents bouts et la somme n'est pas égale, enfin le tout n'est pas égal à la somme des petits bouts. Donc il y a un aspect qui ne fonctionne pas. Ensuite, simple, il n'y a pas la peine de mettre en place des méthodes agiles pour juste changer la couleur d'un logo sur un truc. Voilà, on va pas. L'idée c'est que c'est quelque chose de simple. Il faut pas non plus mettre à chaque fois le marteau pilon. Il faut pas prendre un marteau pilon pour écraser une mouche. Quand c'est un truc simple, il faut pouvoir le faire de manière sans dépendre de l'agilité. Ensuite, chaotique, c'est quand il y a un accident, là il faut aller vite, il y a le serveur qui s'est fait hacker, il y a le serveur qui est tombé. Là, hop, on trouve la solution, on sort des processus, on sort des habitudes, on essaye d'aller vite. On s'en fout un peu de la manière dont on y. Ce qu'il faut, c'est régler le problème tout de suite. Donc ça n'est pas dans le mode agile. Ensuite, là où on va être dans le mode agile et là où le mode agile amène des choses, c'est dans la partie quand c'est complexe. Et là, pour l'aspect complexe, il faut écouter, c'est le meilleur conseil qu'on puisse écouter, c'est celui de Léonard de Vinci qui dit « L'expérience ne trompe jamais, seuls vos jugements se trompent ». C'est-à-dire que quand on a un doute, quand on a une question sur un point, franchement, on a une hésitation, on teste. On fait un petit test, on fait un petit POC, un proof of concept, on essaye, et c'est cet essai qui va permettre de comprendre la mécanique, et ça permet de comprendre la chose, et ça permet d'aller à l'étape d'après. Alors, je vous ai dit que la méthode d'agile, c'était pas une succession d'outils, mais il y a quand même des outils fondamentaux qu'il faut bien, qui sont systématiquement utilisés. Effectivement, il y a des outils plus ésotériques qui sont rarement utilisés ou dans très peu de projets, mais il y a des outils qu'on trouve tout le temps dans tous les projets qui sont un peu les bases de cette pyramide. Effectivement, c'est le bon canal. D'abord, il faut connaître le bon canal de communication. Effectivement, quand on envoie un email ou on envoie un rapport à lire à quelqu'un, on est en termes parce que les axes là, c'est l'axe vertical, c'est l'efficacité de la communication, et l'autre, l'axe horizontal, c'est plutôt la richesse. Et donc, effectivement, on voit que le papier, c'est quelque chose il y a pas grand-chose, c'est pas très efficace, et c'est pas très riche, c'est pas très dense. Des fois, il faut lire un bouquin de 400 pages pour retenir 2-3 concepts. Ensuite, je vais pas tous vous les lire, mais effectivement, l'email est au milieu, et le top du top, et c'est ça qu'il faut favoriser, plutôt que d'envoyer un mail à quelqu'un, levez-vous, et le mieux, c'est le face-to-face sur un paperboard. Effectivement, quand on est face à un paperboard, on échange avec un haut niveau d'intensité parce qu'on peut poser des questions précises, on peut réfléchir à voix haute sur le paperboard, on peut dessiner, on peut faire des choses. Donc, effectivement, c'est ce qu'il faut favoriser. Mais bien sûr, il ne faut pas faire que ça parce qu'effectivement, quand il y a eu un expert, si cet expert-là, tout le monde va lui poser des questions, à un moment donné, c'est bien que l'expert fasse un papier et que les gens prennent l'effort de voir sa vidéo ou de voir ce que le document que l'expert a fait, parce que l'expert n'a pas le temps de passer avec tout le monde, mais en termes d'interaction, effectivement, le mieux, c'est favoriser un coup de téléphone, ou le mieux, c'est en face à face. En phase de coronavirus, c'est un peu compliqué d'être en face à face, mais au moins entre écrans interposés avec un paperboard, un Google Sheet sur lequel on peut écrire des choses et qu'on peut partager un visuel, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et qui a fait ses preuves. Là, c'est quasiment le slide le plus important de la présentation. C'est l'agilité, c'est pas ça. C'est pas de construire une voiture en commençant. Oui, il y avait 1,50 m avec un masque, effectivement, on peut le faire, Nathan. Avec donc effectivement la partie du haut. Pour construire une voiture, on va pas commencer par construire les roues, puis le châssis, puis la carrosserie, pour enfin assembler. Parce qu'en fait, on va pas avoir de retour utilisateur avant la fin. Là, on est obligé d'attendre l'étape 4 pour avoir un avis du client. Alors que pour faire une voiture, si on commence à faire, par exemple, un skateboard, ensuite on fait une trottinette, on va pouvoir commencer à avoir, tiens, les gens vont dire oui, mais moi, quand la route est défoncée, ça marche pas bien. Ah, tiens, une suspension. Donc, ça permet de renseigner. On fait un vélo et les gens, en fait, on livre régulièrement. Donc, l'idée, c'est de livrer des fonctionnalités régulièrement de manière à aller du plus simple au plus élaboré, mais en ayant des livraisons intermédiaires. C'est que même si le projet prend du retard, on a quand même un vélo. Au moins, on a une trottinette, on peut faire du commerce. Et effectivement, même si tout le monde rêve d'avoir une voiture, effectivement, ça permet effectivement de pouvoir y aller de manière progressive. Et donc, aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que les Américains ont bien compris et que nous, en France, on a du mal à comprendre, c'est que l'erreur peut être un très bon professeur. C'est-à-dire que les Américains, ils n'ont pas peur de lancer des startups, ils lancent, ça coule, ils en lancent 10, ils en ont 15 avant de créer la bonne boîte.
En France, nous, quand il y en a un qui rate sa boîte, ça y est, il est blacklisté, etc. Donc, il faut pas avoir peur en agilité de partir sur des concepts qu'on fait vite, quick and dirty, c'est-à-dire qu'on fait du code qui n'est pas forcément propre, qui n'est pas forcément bien. On teste, on voit si le marché réagit. S'il réagit, eh ben, on essaye de réfléchir à savoir si on jette le code ou on en fait un nouveau, ou alors on améliore le code existant. Et en tout cas, si jamais c'est une idée commerciale qui n'était pas très bonne, eh ben, on n'a pas perdu trop de temps. Parce qu'effectivement, vouloir développer un produit parfait sur l'idée d'un commercial, et si jamais il n'y a pas de marché où la réglementation change, et comme je vous ai montré tout à l'heure, que les cycles allaient très 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 vite, on allait très très vite maintenant entre des cycles de time to market étaient de quelques mois maintenant, on n'a plus le temps de se tromper sur des grands projets qui sont des projets tunnels, comme malheureusement on connaît actuellement avec le V4, parce qu'effectivement pour vous faire un parallèle avec Comwatt, aujourd'hui Comwatt on n'est pas trop, on est plutôt en mode tunnel parce que la V4 c'est un gros changement, il y a eu un choix fait au début, on avait hésité entre faire des incrémental et tunnel, on a choisi le tunnel. On le paye très cher parce qu'effectivement c'est un projet qui met beaucoup de temps à sortir et on n'est pas vraiment en mode agile parce qu'on n'a pas des livraisons qui sont utilisées tous les mois, mais le but effectivement de l'agilité c'est de livrer régulièrement tous les 15 jours ou tous les mois des nouvelles fonctionnalités de manière à voir si le projet va dans le bon sens et que le client puisse complètement progressivement enrichir son expérience utilisateur. Donc autre outil, c'est le persona. Le persona, c'est effectivement, ce sont des utilisateurs, parce qu'en fait, quand on fait un outil informatique, chez Comwatt, ou n'importe quel outil, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour des gens. Et les gens, ça représente un petit peu les consommateurs types. Si par exemple, des geeks font une application pour des personnes âgées, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se tester entre eux l'outil. Il faut qu'ils se mettent dans la peau d'un retraité et qu'ils se disent comment un retraité vit l'informatique, quel type d'équipement il a, quels sont ses repères, quels sont ses principes de fonctionnement. Et l'idée, c'est de décrire, donc en fait, c'est des portraits robots. Donc chez Comwatt, on a créé tout un tas de personas. Donc il y en a un qui représente, il y a Gérard Duchemin, là, qu'on appelle aussi Gérard Mentor, qui est celui qui effectivement le retraité, qui est un peu la personne qu'on retrouve très souvent. Ensuite, il y a Stéphane Lagneau, qui est un gars qui est un cadre un peu dynamique, qui s'intéresse à la technologie, etc., etc. Et quand on fait effectivement une expression de besoin, on ne pense pas à faire un produit pour Grégory, pour Laurent, ou pour Fred. On fait un produit pour ces personnes-là. Et effectivement, quand on va raconter des histoires, quand on va créer une user story, je vais vous expliquer ce que c'est après, on fait toujours référence à ces personnes-là. Alors, la brique le mortier qui permet de faire l'édifice de l'agilité, c'est fondé sur des user stories. Alors, ça s'appelle c'est plutôt que d'écrire un besoin de manière assez. Je vais faire là si vous allez dire, vous n'allez pas m'écouter. Je vais le mettre après. Plutôt que d'écrire un besoin de manière un peu théorique en disant j'ai envie d'avoir un écran carré, rouge, vert, etc. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte, après avoir testé plein de méthodes différentes, que la manière la plus efficace de formuler un besoin, c'est de raconter une histoire. Jésus l'a bien compris. Aujourd'hui, on parle de Jésus 2000 ans après, c'est parce que Jésus a raconté des histoires. Il a dit voilà, regardez, machin chose, il a fait des paraboles, il a fait des histoires, parce que les gens, on retient bien l'histoire. C'est pas porteur de valeur. On dit pas que c'est bien, c'est mal, c'est une expérience. Et donc, on part d'un point A à un point B, et on se met dans la peau de quelqu'un, on raconte une petite histoire. Et cette petite histoire est concrète, et elle doit être structurée avec un enchaînement d'idées assez précises. Donc, ça commence toujours par par exemple, en tant que Gérard Mentor, qui est un persona de Comwatt, qui est un retraité, etc. Donc, quand on dit en tant que Gérard Mentor, on pense retraité qui habite à Trifouilly-les-Oies, dans une petite villa avec sa femme, etc. Donc, on a toute sa fiche technique. Donc, en tant que Gérard Mentor, je veux quelque chose afin de. Et donc, c'est important de dire au moment où, dans cette petite histoire, d'expliquer à quoi elle va servir. Parce que si jamais il y a un commercial qui vient, qui dit « Ouais, je veux un graphique, faites-le comme ça, mettez en ordonnée ça, etc. » La bonne question, c'est « Mais pourquoi tu veux ce graphique ?» Parce que si « Ah ben tu verras, je m'en fous, fais ça, on s'en fout de pourquoi. » Ah non, c'est important de savoir pourquoi. Parce que ce qu'il faut, c'est en fonction de la finalité de la fonctionnalité, peut-être qu'il y a peut-être une autre manière de faire représenter les choses. Si c'est pour donner des proportions, peut-être que c'est pas un graphique avec des barres qu'il faut faire, c'est plutôt un camembert. Donc effectivement, il faut bien se structurer. Il faut bien toujours se poser les questions en trois parties. C'est en tant que personne,
Gérard Mentor, je veux ça afin de. Donc là, j'ai un petit exemple. Par exemple, le product owner, une notion qu'on verra après, rédige quelque chose du style en tant que Gérard Mentor, retraité en vacances, je veux trouver un moyen de transport afin de rentrer à mon hôtel. Ça c'est un petit peu, on dit voilà, il faut qu'on trouve une solution technologique pour pouvoir régler ce problème-là. Alors là, il y a une période qui s'appelle l'affinage. C'est-à-dire qu'à partir d'une expression de besoin, il y a des gens qui vont un peu challenger, qui peuvent dire bon bah écoute Gérard t'es gentil mais rentre à pied ou prends le bus. Et là le PO, donc le product owner, celui qui va être le chef d'orchestre pour pouvoir rédiger ces user stories, va dire ah non il peut pas rentrer à pied parce que Gérard il a mal au pied. Ah bah oui mais il fallait me le dire ça qu'il avait mal au pied parce qu'effectivement s'il a mal au pied bah on peut pas lui dire de rentrer à pied. Donc l'idée c'est qu'effectivement on va poser à partir d'une petite histoire, on va essayer de poser des questions et progressivement en posant des questions en cherchant toujours la solution la plus simple, on va tomber face à des impossibilités et progressivement, la personne les parties prenantes, c'est ceux qui expriment le besoin, qui ont besoin de l'outil, qui ont besoin d'une technologie, qui ont besoin de ces fonctionnalités-là, vont répondre aux questions. Et à travers cette histoire, ils vont accoucher, c'est la maïeutique. Et progressivement, ils vont exprimer leurs besoins. Et à la fin, à travers toute une série de bonnes questions, eh ben, le développeur aura toutes les réponses aux questions que lui se pose et qui vont lui servir à pouvoir construire la meilleure solution. Et donc, bah oui, non, il ne peut pas rentrer à pied parce qu'il a mal au pied, puis en plus, il est pressé. Ok, donc il est pressé, donc il ne peut pas prendre le bus. Ah, d'accord. Ouais, mais attendez, on a réfléchi à une solution sur un smartphone. Si Gérard n'a pas de smartphone, on ne va pas pouvoir. Est-ce qu'il a… Oui, il a un smartphone, c'est bon, super, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que cet affinage permet de faire jaillir 1000 questions qui vont venir préciser le besoin. Et à la fin, une fois que l'affinage est fait, eh ben, une bonne partie du travail du développeur est terminée. Parce qu'une fois que tout est posé, tout est bien clair et qu'on a devant les yeux tous les éléments du problème, après, concevoir l'algorithme, concevoir la solution, l'architecture, c'est beaucoup plus simple que si on commence à construire une solution, on se rend compte qu'on a oublié une partie du besoin, on retourne voir les gens, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment compris, que ce n'était pas vraiment clair, et on perd beaucoup de temps. Donc l'important, c'est d'essayer de poser toutes les questions au début pour avoir tout sur la table, comme un architecte, quand il construit une maison, il fait d'abord les plans globaux avant de commencer à construire la fondation, parce qu'en fonction des plans globaux, il sait quelle est la taille des fondations. Et bien, un dev, c'est pareil, avant de construire son architecture, il a besoin de savoir où on va, la globalité des besoins, et après, effectivement, il pose tout sur la table, et quand tout est sur la table et tout est clair, eh ben, c'est plus facile pour les développeurs, les équipes, de pouvoir effectivement faire le meilleur outil. Ensuite, dans le bas du slide, il y a une notion qui est un peu technique, mais qui est quand même importante, que je voulais quand même vous présenter ce matin, aujourd'hui, c'est les conditions d'acceptation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va exprimer, à travers une user story, puisqu'on a dans les yeux un besoin, au même moment qu'on exprime le besoin, on va dire comment on va faire pour s'assurer que le besoin est bien couvert. On va dire, voilà, voilà tel besoin. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien séparer celui qui exprime le besoin de celui qui trouve la solution. Donc, celui qui exprime le besoin, c'est le PO qui va effectivement poser des questions aux parties prenantes, aux retraités, aux clients comme moi, etc., pour savoir ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, ce qui les rend efficaces. Et ensuite, effectivement, il va laisser la partie technologique de Comwatt, les devs, choisir la solution. Et ensuite, la solution sera testée avec le cas de test qui a été conçu par le product owner et par le consommateur final qui dit, bah voilà, je m'en fous de la solution, je vous fais confiance à l'équipe technique pour trouver la meilleure solution technologique. Par contre, à la fin, je veux vérifier ça, et quand je vais tester ça, il faut que ça marche. Et là, effectivement, c'est le travail effectivement, que fait actuellement Bastien, chez Comwatt, effectivement, il teste. Et donc, l'idée, c'est d'écrire, au moment où on écrit le besoin, comment on va le tester. Et ça permet effectivement au testeur, à la fin, de dire, bah voilà, c'est Bastien, ça permet effectivement de pouvoir ne pas qu'il y ait de malentendus. Et même un développeur, quand il n'a pas bien compris quelque chose, des fois, il regarde les cas de test, il dit, mais pourquoi il demande tel test? Et là, il va dire, ah oui, c'est vrai, ok, il ne m'a pas expliqué, mais en fait, il veut faire ça. Donc, l'idée, c'est pour vraiment, donc, c'est des conditions d'acceptation, c'est, étant donné un particulier, non inscrit dans l'appli, lorsque je télécharge l'appli, alors je suis guidé. Donc, je ne vais pas tout lire, mais c'est pour donner un petit peu c'est pareil, c'est des phrases assez mécaniques, c'est un peu comme toujours en 3 parties, de manière à bien guider et qu'on soit un peu répétitif, et ça ressemble à des jeux de test. Et quand on fait ça, eh ben, on est sûr qu'on n'a rien oublié, et à la fin, si l'expression de besoin est correcte et que les tests sont bien exprimés,
et ben effectivement, là encore, on facilite grandement le travail des développeurs. Ensuite, là, c'est encore une notion qui est un peu plus compliquée que la notion d'user story. C'est toujours à propos, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne user story? C'est comme, voilà, il y a des bonnes équipes de foot et des moins bonnes. Et ben, il y a des bonnes user stories et des mauvaises user stories. Et donc, aujourd'hui, par l'expérience, on dit qu'effectivement, il faut qu'elle soit indépendante. C'est-à-dire que chaque histoire soit indépendante, c'est-à-dire qu'on puisse les faire dans l'ordre qu'on veut, sans dire, bah oui, mais pour la faire, il faut d'abord que l'autre soit prête. Il faut que, normalement, elle soit toute indépendante. Elle doit être négociable. C'est-à-dire que quand il y a une partie prenante qui exprime un besoin, qui dit voilà, moi je veux aller rentrer vite chez moi, ben, il faut qu'il puisse accepter de dire oui, mais voilà, et qu'il puisse discuter, et qu'on puisse modifier le besoin au profit d'une rapidité d'exécution. Si jamais le mec il dit voilà, j'ai besoin de telle fonction, c'est 2 ans, voilà, mais si tu changes juste ça, c'est pas 2 ans, c'est 1 an, et ben là, voilà, on rentre dans la négociation. Et effectivement, l'idée c'est que chacun doit faire un petit effort pour pouvoir effectivement trouver l'optimum, parce que celui qui exprime le besoin ne connaît pas la complexité de la tâche technologique qu'il y a à faire derrière, et celui qui réalise la tâche technologique n'a pas vraiment connaissance du besoin. Donc l'idée, c'est vraiment un échange. Il faut qu'il y ait une vraie négociation à chaque fois pour trouver l'optimum, qui est la fonction qui va créer la plus de valeur en un minimum de coût, et le coût, c'est souvent le temps. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, au niveau de la négociation, on essaye de le faire de manière objective, ce qui est toujours un peu compliqué, mais qu'il faut faire. Et effectivement, l'idéal, c'est qu'il faut essayer de quantifier. Et effectivement, quand on arrive avec 50 besoins différents, eh bien, si on arrive à chaque besoin de mettre des euros en face pour dire, voilà, si vous faites telle fonctionnalité, je vais gagner 1 heure par jour pendant toute l'année. OK, ben, on prend les salaires des gens, 1 heure par jour, faut attendre, ben, ça fait des euros. Donc, on arrive et telle autre fonction, ouais, non, mais non, moi, c'est ma fonction, elle est mieux, elle est prioritaire. Par exemple, c'est un directeur qui dit, ouais, mais moi, ça est important, ça, et ça va me faire gagner au moins 5 minutes tous les mois. Parce que quand je fais mon reporting, j'appuie sur un bouton. Ouais, alors on fait le calcul, salaire d'un directeur, fois 5 minutes, fois 12. Eh ben, je suis désolé, monsieur le directeur, mais faire la fonction qui va gagner 1 heure à un salarié qui fait ça 1 heure, qui va gagner 1 heure par jour, c'est plus important. Donc, dans la priorisation, dans la négociation, ça va monter et on sera effectivement capable de pouvoir prioriser les user stories, celles qui créent le plus de valeur par rapport au coût que ça engendre. Par exemple, le coût, c'est le délai ou le temps, c'est le délai et des fois l'argent, parce que si on externalise la fonctionnalité, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'estimable. Ensuite, de small, c'est-à-dire que la user story, il faut pouvoir que ce soit priorisable ou dépriorisable. Il faut qu'on puisse, et si c'est un gros pâté avec plein de fonctions dedans, ça va être pénible de la bouger, ça va être pénible de bien l'estimer. Et donc, quand c'est un peu compliqué, nous, on l'a vu ça, on a fait des estimations avec l'équipe Up il y a 15 jours. On avait du mal à estimer quelque chose. Et ben, quand on a du mal à estimer un produit, c'est parce qu'il est trop gros. Il y a trop de trucs dedans, donc on l'a coupé en 2. Et là, tout de suite, autant on avait du mal à estimer quand c'était une seule user story, on l'a coupé en 2. Et là, tout de suite, tout le monde était d'accord et l'estimation est tombée tout de suite. Donc, l'idée, c'est pas hésiter à couper une user story, ce qui est en faire plusieurs. Et il y a un côté aussi satisfaisant quand le matin on arrive et qu'on dit bah tiens, hop, il y a une user story qui est finie. Là, ah bah celui-là. Alors quand on fait un gros, on va galérer dessus et à la fin, il y aura peu de moments où on est content de pouvoir la passer en done. Et bien sûr, le test, une user story doit être testable. C'est-à-dire que effectivement, on doit toujours pouvoir effectivement vérifier que, comme je vous l'ai montré dans la user story, on a bien expliqué les conditions de test et qu'il y a des tests qui sont bien clairs et puis bien partagés. Donc voilà un petit peu. Si la user story répond à ce qu'on appelle le invest, elle est OK et elle peut passer dans les mains des développeurs. Alors, Stéphane, tu peux parler? Vas-y, parle. N'hésite pas, prends la parole, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop comment. Stéphane, tu veux dire un truc? Non, je veux rien dire, c'est juste que j'avais un article sous la main par rapport à Tesla que tu disais, donc je l'ai mis juste dans les liens s'il y en a qui sont intéressés, c'est tout. Ok, pardon, je crois que tu voulais donner un exemple. Non, c'était juste voilà. Alors, bon, désolé, hein, c'est un peu théorique, mais je pense que c'est important de passer à la partie, effectivement, de vous donner un petit peu tous ces briques, parce que c'est vrai que c'est des briques qui sont assez puissantes, mais il faut un peu de temps pour les expliquer. Donc là, je vous propose effectivement un petit exercice. J'ai reçu ce matin un coup de fil du patron d'Uber, et il s'est fait hacker son serveur, et toutes ses sauvegardes, il n'a plus rien, il est à poil. Il n'a plus du tout de logiciel, il n'a plus rien du tout, il ne sait pas comment faire. Et comme il sait que chez Comwatt, on est assez malin en termes d'agilité, il nous a dit, écoute Greg, j'ai besoin d'une solution, mais dans 2 jours, en quelques jours, c'est le déconfinement, il faut vraiment que Uber puisse fonctionner. Là, on est vraiment dans la mer de noire.
Alors je lui dis, mais oui, mais quand t'es un peu gentil, mais Uber, vous avez des milliards de clients et tout, on ne pourra pas faire ça en 2 jours. Il fait, bah écoute, essayez d'utiliser les modes agiles, tu devrais y arriver. Donc c'est pour ça qu'on fait cette formation, c'est pour vous m'aidiez, effectivement, à savoir comment régler ce problème-là. Effectivement, je vais d'abord essayer de faire un skateboard en 2 jours, refaire Uber en 2 jours. Après, je vais essayer de faire Uber en 20 jours. Et après, je vais essayer de faire Uber en 2000 jours. Et donc, à travers. Greg, Ouais. faut faire ça avant Octopus ou après Octopus? On va faire Uber, on va faire ça dans le quart d'heure qui vient. Merci Fred pour cette remarque. Et vous allez voir qu'en fait, même on peut s'attaquer à des problèmes extrêmement compliqués avec l'agilité. Et je pense que l'outil, le story mapping, je pense que c'est l'outil qui m'a le plus bluffé. Et c'est celui qui est le plus presque spirituel dans la manière d'aborder les problèmes. Et donc, il est très puissant. Alors, vous avez compris, effectivement, il y a au niveau de l'acte vertical, c'est une notion de V1, V2, V3. Donc, on a, vous voyez que la V1, c'est 2 jours de développement, donc c'est rien. C'est très peu, 20 jours et 2000 jours, donc c'est des choses qui sont très progressives. Et donc, ce qu'on va faire au niveau de l'axe des abscisses, on va définir ce qu'on appelle le parcours client. Donc, l'idée, c'est de décomposer chaque métier de Comwat en parcours client. Donc là, on n'a pas trop de temps, je ne vais pas vous faire deviner, mais pour Uber, on s'identifie, on se localise, on choisit une destination, on choisit un chauffeur, on paye la course et on évalue. C'est résumé, c'est très simple. C'est juste pour dire, voilà, le parcours client de A à Z, voilà le chemin que va parcourir un client qui va utiliser les services d'Uber. Donc, qu'est-ce que ça va être? S'identifier en V1, en MVP, un système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, écoute, pas de problème. On va faire des formulaires Google sur Internet. Ça se fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, ce que j'ai utilisé hier, ça m'a pris à peu près 20 secondes de créer un formulaire pour pouvoir demander aux gens, pour remplacer la boîte à idées de Comwat, par la remplacer par un formulaire en ligne. Ça prend 20 secondes. C'est Google. Donc, du coup, on se dit, tiens, très bien. On va demander aux gens de remplir un formulaire sur Internet, un Google Form. Ils vont mettre leur nom, leur prénom. Ils vont mettre dans le formulaire l'adresse. Ils vont saisir aussi dans une case la destination. Et donc pour choisir le chauffeur, il y a un système qui va envoyer un tri en fonction de la ville où vous habitez à tous les chauffeurs qui habitent dans cette ville-là un email. Et le premier qui répond à l'email, il est retenu. On lui envoie un email pour dire c'est toi qui es retenu. Le chauffeur va venir chercher les personnes parce qu'il a reçu un petit message, un petit email. Il calcule le prix parce qu'il a un chrono dans sa voiture et il calcule le prix. Il encaisse en liquide ou en chèque. Et à la fin, il vous remet un petit questionnaire et vous pouvez payer, effectivement, vous pouvez évaluer le chauffeur grâce au questionnaire que vous le mettez en vente. Donc, vous voyez qu'il est possible de refaire un gros bousin comme Uber qui a coûté des milliards à développer en termes d'outils. Il est possible de le refaire avec des outils en 2 jours, avec des gens motivés. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer à des problèmes très, très gros. Il faut juste ne pas être trop exigeant sur l'ergonomie, sur le design. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Et ça, je suis sûr que demain, on pourrait décider à la fin de la journée de lancer un nouveau système en concurrence de Uber sur Montpellier avec un système aussi basique que ça. Alors, effectivement, là, ça va peut-être aider le patron de Uber à pouvoir au moins sortir de l'ornière et pouvoir commencer à facturer un petit peu. Et après, l'idée, c'est d'essayer de dire, OK, bon, c'est bien gentil, mais il y a quand même pas mal de problèmes. C'est pas très sympa comme fonctionnalité. C'est lourd, ça va prendre du temps, il y a des erreurs. Donc, l'idée, c'est de créer un compte. On a 20 jours de dev, on va pouvoir créer un site internet dans lequel on va pouvoir avoir un mot de passe. Ah, il y a Fred qui veut participer à la réunion. Ouais. Créer un compte avec mot de passe. Ensuite, choisir, plutôt que de ressaisir à chaque fois dans un formulaire, avoir la liste des comptes, enfin des dernières destinations pour savoir là où j'habite, là où je veux aller. Ensuite, un tableau donne la disponibilité des chauffeurs. Donc, il y a un tableau Google Sheet qui existe et qui est partagé par les chauffeurs et qui disent à peu près lesquels sont dispo, lesquels sont pas dispo. C'est toujours le chauffeur qui calcule le prix et encaisse. Et enfin, il y a un email qui est envoyé et la personne peut évaluer par email. Donc là, c'est un développement qui est un peu plus long, mais qui tient en 20 jours. Enfin, un développement encore plus professionnel, enfin plus donc on a une appli maintenant, on lance l'appli, on crée un compte. Juste Greg, désolé, je te coupe. Juste pour dire qu'on passe de l'un à l'autre aussi, il y a une phase de feedback où si on choisit telle ou telle solution pour chaque story, c'est aussi grâce au feedback des utilisateurs.
Exactement. C'est ça qui doit guider le choix aussi. Exactement. Ouais, bonne remarque, Stéphane, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les gens disent oui, mais là où je me localise, mais je suis là en train de faire des cours, je sais pas trop où je suis, il n'y a pas d'adresse, c'est chiant, etc. Et ben on va dire, les développeurs vont dire, ton téléphone, il y a un GPS, donc on va pouvoir te utiliser plutôt que de te faire chier à te demander où tu es, où il n'y a pas de numéro de rue, il n'y a rien. On va délocaliser automatiquement et tu n'auras plus de problème. Donc c'est comme ça, effectivement, comme l'a précisé Stéphane, c'est que en essayant la V2, on va s'apercevoir que y a des choses à faire et qui existent technologiquement et qu'on peut faire, qui sont plus compliquées, qui sont plus lourdes, qui sont plus longues à mettre en œuvre, mais qui permettent effectivement de pouvoir avoir une expérience utilisateur de mieux en mieux. Ensuite, on choisit une adresse sur la carte parce que si on ne sait pas où trop c'est, on peut toujours mettre une puce, c'est toujours mieux. Ensuite, le calcul de prix est fait par l'application parce qu'elle sait où tu vas et elle est capable de calculer avec Google Maps la distance à parcourir, donc arrive à donner un prix et à réserver le client. On peut payer la course via l'appli, donc on rentre sa carte bleue, donc il n'y a même pas besoin de payer le chauffeur, et ensuite on évalue via l'application. Donc là, à travers le cas d'Uber que vous connaissez tous, c'est pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour se lancer faire une start-up. On peut créer en 2 jours, avec 3 personnes, on peut créer un truc qui n'est pas forcément super sexy, qui n'est pas forcément ultra efficace, mais qui permet de faire de l'acquisition de feedback utilisateur pour savoir qu'est-ce qui est intéressant de pouvoir développer. OK ? C'est ce que comme moi tu as fait d'ailleurs, avec la V1 et la V2. Après, petit à petit, qui n'est pas parfait, mais… C'est ça. Donc, il y a eu effectivement une fonction incrémentale. D'ailleurs, Ellie m'avait posé des questions, savoir sur le nombre de fonctionnalités, etc., comment c'était venu. Et j'ai fait un document que je partagerai, un de ces 4, que j'avais fait avec Ellie, pour Ellie, pour essayer de voir un petit peu comment on était avancé. Donc, mais ça fait l'objet de la formation. Là, c'est pareil pour Uber Eats. C'était juste pour vous dire, voilà, en gros, que le principe, c'est pour ça que j'en ai mis 2 parce que je pense que c'est important que vous sachiez construire une story map pour pouvoir un petit peu voir un petit peu la logique. Et j'ai repris l'exemple de Uber, mais j'ai pris Uber Eats. Donc, normalement, c'est un atelier que les gens font avec des post-it, etc. Là, on n'a pas le temps de vous les faire par des post-it. Donc, du coup, c'est pareil, on scientifie, on se localise, on choisit un restaurant, on choisit un menu, on paye le repas et on évalue. Donc, la version 1, c'est je remplis pareil un formulaire Google, je saisis mon adresse, je choisis un restaurant dans une liste qui est un menu déroulant, il y a ce numéro de téléphone, je téléphone au restaurant pour savoir son menu, je paye au livreur avec un chèque et le livreur me donne un papier à envoyer par la poste pour l'évaluer. Donc, c'est pour vous dire que là, on peut créer Google Eats, on peut le créer en 2 jours. Avec très peu de techno, un coup de téléphone. Donc après, peut-être que les gens vont dire, ouais, mais c'est pas cool, appeler le restaurant en plein service, ils répondent pas, machin, c'est chiant. Ok, très bien, on va créer la V2. La V2, c'est quoi ? On va créer un compte sur une appli, on va choisir l'adresse dans l'historique, on va choisir un restaurant dans une liste. Là, le restaurant a chargé dans l'appli le menu, donc on n'a pas besoin de l'appeler. On paye en ligne avec un truc et sur le compte, on répond à l'évaluation. Et dernier niveau, la grosse truc, donc on lance l'appli, on se géolocalise automatiquement, on choisit le resto par thème, à proximité, avec des classements dans tous les sens. On peut effectivement, on a l'appli, on paye via l'application avec Launcher et on évalue vers l'appli. Donc voilà, c'est pour vous montrer que la montée en complexité, elle doit se faire toujours dans ce sens-là et on ne doit jamais partir de la V3 pour essayer de faire la V1 si on n'arrive pas à faire la V3. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de toujours essayer de faire l'acquisition sur des petites choses simples qui permettent effectivement d'avoir à la fin un produit qui est vraiment intéressant. Et c'est le seul moyen de développer dans un monde complexe des technologies. C'est comme ça qu'a fait Tesla. Tesla, pour prendre l'exemple, effectivement, Stéphane a mis un lien qu'on lira après. Au début, les voitures, elles n'étaient pas autonomes. Par contre, il a prévu des capteurs, des actionneurs capables que si un jour le logiciel était amélioré, que la voiture puisse se débrouiller. Donc l'idée, c'est qu'on pousse. Alors ça, c'est des choses qui sont pas. Aujourd'hui, moi j'ai bossé dans l'industrie automobile. Les gens, ils n'auraient jamais fait Tesla. Ils n'auraient jamais pu faire Tesla parce que ils disaient lancer un produit, le commercialiser, alors qu'il n'est pas totalement fini par rapport à la roadmap. C'était même dans leur tête, c'était même pas possible, même pas envisageable, parce que c'est des gens qui sont traumatisés parce que ils ont toujours habitué à faire des tests pendant des années d'endurance, dans des circuits, dans des machins, etc. Que commercialiser un produit sans l'avoir testé pendant de longues années, c'était même pas possible de l'imaginer dans leur tête. Donc c'est quelque chose qui est inexorable et qu'il faut faire dans le monde, effectivement, de la complexité qu'on connaît actuellement. Donc voilà, ensuite, il y a un point important dans des outils, c'est le product owner. Donc c'est qu'effectivement, il y a Jean-Guillaume qui nous rejoint
comme moi en juillet, et Luc qui va être product owner, mais on a déjà des product owners en interne, on a déjà Romain qui est product owner, et on avait aussi Max qui était product owner sur des produits. Donc l'idée, c'est que le product owner, c'est quelqu'un qui va être central et qui va faire le lien entre, il va récupérer les feedbacks des différentes personnes, il va essayer de discuter avec les parties prenantes pour se transformer en client. Il faut qu'il ait une capacité un peu comme un caméléon, et quand il est avec un client, il faut qu'il parle comme un client, il faut que ça comme un client. Il faut qu'il se transforme en vieille mamie, qu'il se transforme en enfant, qu'il se transforme en vendeur sans scrupules. Il faut qu'il puisse être capable de pouvoir comprendre à qui est destiné le produit, de manière à ce qu'il puisse effectivement se mettre dans sa peau. Donc ça demande pas mal d'empathie. Ensuite, il va réfléchir par rapport à la stratégie de l'entreprise, il va essayer de voir effectivement là où va l'entreprise, et il va essayer de pouvoir bien formaliser tout ça. Il va planifier, et après il va servir un peu de relais entre effectivement ceux qui expriment le besoin et ceux qui vont trouver la solution. Et il va essayer de les challenger sur le délai, il va les challenger sur la performance, et il va essayer de les guider. Et c'est lui qui va répondre aux 1000 questions qui vont se poser pendant le produit. Et c'est lui, il va pas forcément répondre, il n'a pas forcément la réponse à tout, mais il sait à qui s'adresser pour avoir réponse à tout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut lui poser n'importe quelle question, et il sait à qui la demander. Des fois, il va la répondre du tac au tac, s'il a déjà posé la question, mais il sait aller voir la personne. Donc, il va faire gagner du temps à tout le monde parce qu'il va être capable de pouvoir aller poser une seule fois la question à un partie prenante et pour éviter de déranger par 5 développeurs qui vont développer des fonctionnalités qui concernent cette partie prenante. Donc, il va permettre de catalyser et de pouvoir effectivement préparer le travail de manière efficace. Ensuite, un autre outil qui est très intéressant aussi, mais avant ça, je suis obligé de vous parler, est-ce que vous connaissez la loi de Parkinson ? C'est une loi qui dit que le temps de travail pour réaliser une tâche est élastique. C'est-à-dire que si je vous demande de peindre un mur, que vous devez le peindre, il y en a qui vont dire ouais, moi ça prend 1 heure. Effectivement, en 1 heure, ça peut, ou tu peux mettre une journée. Alors en mettant du scotch partout, etc. Donc du coup, peindre un mur, c'est élastique. C'est-à-dire qu'en fonction du temps que tu as pour le faire, ça peut prendre 1 heure ou une journée. Et donc, il y a un principe qu'on observe de toujours, c'est que le temps va s'étendre jusqu'à occuper tout le temps prévu pour cette tâche. C'est-à-dire si je vous donne 1 heure pour peindre un mur, vous allez mettre 1 heure. Si je vous donne une journée, vous allez mettre une journée. Donc en fait, le temps qu'on met à faire une tâche n'a rien à voir avec l'estimation. Parce que l'estimation va se caler au temps dont je dispose. Et ça, c'est un principe qui est vu dans tous les projets depuis la nuit des temps. Et donc, si j'ai une tâche A que je fais en 2 temps différents, après, ce sont des questions de probabilité. Quand on demande à quelqu'un d'estimer une tâche, par exemple pour faire un mur, on va continuer avec l'exemple du mur, on va dire, voilà, moi je pense que donc il y a D, DX2, DX3, donc il y a trois délais. Et le mec il dit, moi je pense que en 2 heures, je pense que j'ai 50% de chance d'y arriver. Ok. Par contre, le mec il dit, ouais, mais 50% de chance, c'est pas assez, quoi. Il faudrait que je sois au moins à 80. Et là, pour pouvoir aller à 80%, il va être obligé de doubler. Il va dire, ah oui, si tu veux 95% que j'arrive, c'est 4 heures. Il dit quoi ? 50%, c'est 2 heures, et arriver à 80% de chance que tu le fasses, c'est 4 heures, c'est le double. C'est énorme. Ah oui, mais 80%, voilà. Mais il dit, mais encore, 4 heures, t'as pas fait 100%. Ah non, parce que si tu veux que j'améliore encore ma prédiction, il faut me filer 6 heures. Et là, si tu me files 6 heures pour peindre le mur, je pense que je suis à 90% de chance d'y arriver parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Si au moment où je mets mon scotch, j'arrache la baguette et que derrière, il faut que je recolle la baguette autour de la porte, ça va me prendre 2 heures. Et ça, je ne l'avais pas prévu dans la version à 50%. Tout se passe bien, j'arrive, je mets en place et tout marche nickel. Effectivement, c'est pour ça que j'ai une chance sur 2 d'y arriver. Donc, l'idée, c'est que, vous voyez, et donc, c'est ça là, la difficulté d'estimer une tâche, c'est qu'en fonction de la certitude qu'on veut de pouvoir respecter cette date, on va prendre. Et le temps devient carrément exponentiel. Et que pour monter à 100%, c'est peut-être 3 jours pour avoir sûr le temps de peindre un mur de manière certaine et de ne pas décaler. On peut prendre 3 jours. Donc, vous comprenez bien que la même tâche peut prendre 1 heure ou peut prendre 3 jours. Ça dépend de la certitude qu'on veut de pouvoir atteindre ce délai. Et c'est ça qui est important. Il y a une notion qui est très forte dans la loi de Parkinson, qui est liée à ça. Et ce qui se passe aussi, c'est surtout quand les tâches s'empilent. C'est que si les gens disent, moi, toutes les tâches que je donne à 90%, quand à chaque fois que je donne un délai, je donne le délai pour lequel j'ai 90% d'y arriver, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que 90%, il y a peut-être, tu mettras le mur, il y a peut-être des fois, on le fera en 2 heures. Parce que statistiquement, il y a des fois, ça se passera bien.
Mais le problème, c'est que quand on empile les délais et où on estime tout à 90% de chance de finir, c'est que les bonnes nouvelles se perdent parce que même si tu arrives plus tôt, de manière ou l'autre, il a prévu de travailler après tes 90%, donc il avait prévu de travailler le mois prochain. Donc toi, si tu as fini plus tôt, l'autre, il va pas tout changer pour effectivement s'adapter à ça. Donc du coup, les bonnes nouvelles, on les perd. Et les mauvaises nouvelles, et que si effectivement, au bout de 90%, finalement, on tombe dans le cas qui fait qu'on n'a pas de chance, que c'est super compliqué de peindre le truc, et là, le projet va prendre du retard. Donc le problème impliqué par la loi Parkinson, c'est que les bonnes nouvelles ne profitent à personne, et les mauvaises nouvelles, on se les tape et on empile les mauvaises nouvelles tout au long du projet. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt tendance de dire la marge n'appartient pas à la personne qui fait l'action, elle appartient à l'équipe. Et plutôt que de dire moi non, mon développement il fait 200 jours et c'est comme ça, et puis après on verra, puis vous avez qu'à vous organiser autrement. L'idée c'est de dire non, ma tâche elle fait 50 jours, et puis peut-être que j'y arriverai, mais attention, j'ai une chance sur deux de ne pas y arriver. Comme ça, si j'ai la bonne nouvelle, elle est prévue de 50 jours, et peut-être que ma marge que j'ai pas consommée, je peux en faire cadeau à un autre développeur qui, lui, avait prévu 50 jours, il va en avoir besoin de 200. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement qu'on mette en commun la marge, qu'on puisse effectivement la partager de manière à ce que c'est un bien collectif et ce n'est pas un bien individuel. Et je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut qu'on puisse effectivement mettre en œuvre de manière à pouvoir avancer sur cette loi de Parkinson qui est très, très, très pénalisante. Donc du coup, pour y arriver, il y a une technique que pratique l'agilité. Alors, il y a plusieurs techniques, mais celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui, et il reste 9 minutes, c'est le poker planning. Donc, le poker planning, c'est super comme technique. En fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'il faut avoir un panel de personnes qui ont des compétences très différentes. Plus ils sont différentes, mieux ça marche, le poker planning. Parce que si on avait les mêmes développeurs, ils vont tous avoir ils vont voir les mêmes choses. Alors que s'il y a des gens qui ont des expériences différentes, des spécialités différentes, le poker planning est ultra intéressant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens on va d'abord expliquer ce que c'est que la user story. On dit voilà, on veut faire ça, on veut créer l'appli, on veut faire ci, etc. Combien de temps ça prend d'après vous? Alors, pour éviter que les gens s'influencent les uns les autres, on va dire je vais compter jusqu'à 5, et à 5, chacun va montrer combien il estime, en ce qu'on appelle des story points, combien il estime la dureté, la difficulté. Donc, les story points, c'est comme une monnaie, mais c'est pas de l'argent, c'est pas du temps, c'est des points. Et ça permet effectivement d'évaluer la complexité et le temps qu'on met à réaliser une tâche. Et pour pouvoir savoir étalonner cette story point, on va prendre une tâche que tout le monde connaît. On dit voilà, la semaine dernière, on a développé tous ensemble pour faire un nouveau bouton sur l'interface. Voilà, ça nous a pris, 3 jours. On considère que ça, c'est 8 user stories. Donc les gens savent le niveau de complexité que c'était de faire ce bouton, et donc ils vont évaluer toutes les tâches par rapport à la tâche que tout le monde connaît. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce bouton-là, il a fallu 8 user stories. Donc, ils vont dire, ça là, ah oui, non, mais ça, c'est plus compliqué que de faire un bouton. Ah non, mais non, ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, ils vont pouvoir, effectivement, estimer si c'est plus ou moins compliqué que de faire cette user story qui est de référence. Donc, ensuite, les gens, on va dire 5, 4, 3, 2, 1, hop, les gens votent. Et donc, ils vont voter c'est la suite de Fibonacci. Donc, c'est 1, 3, 5, 8, 11, 21, etc. Donc, en fait, plus on monte dans les durées, plus l'écart entre deux nombres de jours est important. Enfin bon, ça, c'est du détail, mais c'est pour juste dire, parce qu'on est plus précis sur les petites valeurs que sur les grandes valeurs. Et quand on commence à sortir un ticket avec beaucoup d'user stories, c'est-à-dire que la story, elle est trop grosse et qu'il faut la couper en deux. C'est ce qui nous arrivait avec l'équipe de Up. Quand on arrivait avec des complexités importantes, on a coupé en deux. Et là, on était sur des zones qui étaient beaucoup plus malléables et faciles à estimer. Donc, les gens votent, et là, on regarde et donc chacun va donner sa perception du temps qu'il imagine pour pouvoir faire cette tâche. Et là, il y a des gens qui vont proposer des choses, il y aura toujours un qui va proposer la plus grande et un qui va proposer le plus bas. Donc, les autres se taisent, et c'est celui qui a proposé le plus d'user story et celui qui en a proposé le moins, ils vont discuter ensemble. L'autre, il dit, non mais t'es con ou quoi, attends. Moi, j'ai dit qu'il y avait 13 user points, toi, t'en mets 3, pourquoi? Eh ben, celui qui dit, alors, ils vont parler. Alors, celui qui a dit 3 dit, mais vous savez pas, moi j'ai déjà fait quasiment la même chose, le développement il est quasiment fait, quoi, parce que je l'ai fait dans tel cas de figure, je l'ai fait ici, je l'ai fait ça, voilà, il y a juste ça à changer. Ah, mais l'autre, le dev, il dit, je savais pas que ce truc-là était fait. Donc du coup, ça permet effectivement de transmettre à l'équipe des choses qui existent et qui sont des bonnes idées. Et celui qui avait mis 13, il parle à son tour. Il dit, ah non mais oui, ton truc, je connais.
Mais le truc que tu as fait, c'est pas du tout applicable parce qu'ici, on est sur un mode de données qui est comme ci, alors que là, c'est comme ça. Là, il faut refaire la base de données, il faut refaire ça et faire ça. Là, en plus, moi, j'ai déjà fait une fois, c'est une galère. Je suis sûr que c'est 13. Ah, il y en a un qui dit 3, l'autre qui dit 13 ou 11. Bon, on discute et après, en fonction des arguments des uns et des autres, on remonte une deuxième fois. Et en général, la deuxième fois ou la troisième fois, on arrive après à converger vers une valeur qui est un espèce de consensus. Et à la fin, donc c'est pas le plus punchy qui impose des délais, c'est pas toujours le mec qui impose. C'est tout le monde qui discute et qui finalement va se mettre d'accord comme un consensus sur la difficulté qu'a à faire une tâche. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça, au-delà de faire une estimation, ça a permis d'échanger. Parce que le mec qui avait une astuce pour le faire vite, il a donné son astuce, et celui qui avait vu les difficultés, il les a données. Donc déjà, on a déjà dérisqué pas mal cette carte. Et donc, c'est un vrai travail qui est intéressant sur plusieurs plans. Donc, une fois qu'on a fait des story points, on est capable de pouvoir faire des indicateurs, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire ce que s'appelle un graphique qui va mesurer effectivement à quelle vitesse on délivre ces user points, ces story points. Et donc, on définit effectivement au bout de plusieurs sprints, on arrive à voir combien de story points on fait par semaine, et ça permet de voir une cadence. Et au bout de 3, 4, 5, 6, 10 itérations, on commence à avoir une courbe où l'équipe devient de mieux en mieux dans ses estimations, dans sa réalisation, et on commence à pouvoir effectivement converger vers une meilleure projection de ce qui est le travail de l'équipe, puisqu'effectivement, donc il y a un travail idéal, et après on regarde par rapport à ça, et après c'est ce qu'on appelle la vélocité. Et donc ensuite, grâce à la vélocité, ce qui se passe, c'est que quand la partie prenante va dire tiens, en fait, j'attends pour Noël telle fonctionnalité, et ben le product owner va regarder sa vélocité, il va dire ok, par rapport à la pente, à Noël, tu n'auras pas ce que tu demandes, mais par contre, tu auras ça. Parce qu'il va dire voilà, tu auras tant de fonctionnalités, donc tu auras ça. Et donc, il y a une négociation qui va avoir lieu. Et la partie prenante va dire ok, si tu peux faire que ça, finalement ne fais pas ça, fais plutôt ça, parce que quitte à avoir ça, je préfère donc ça permettra de prioriser certaines fonctionnalités, de pouvoir dire quels sont les lots de fonctionnalités qui m'intéressent d'avoir à certaines dates. Ou alors si la partie prenante dit non, mais moi c'est pas acceptable, il me faut tout, sinon à ce moment-là, oui, mais c'est pas Noël, c'est plus tard. Donc du coup, ça permet effectivement de négocier et de négocier sur des bases qui sont plutôt plus rationnelles que le doigt mouillé. Voilà, donc la grande philosophie, il est 27, il reste 3 minutes. Il faut quand même que je garde 1 minute pour la question. Les étapes, effectivement, la grande philosophie de l'agilité, c'est de maximiser le travail non fait. Si on s'aperçut qu'on va dans une mauvaise direction, c'est pas un problème de mettre à la poubelle. Le pire, c'est de passer un temps fou, de pas y arriver, et continuer. Il faut savoir s'arrêter. Des fois, quand on voit qu'on est dans une impasse, il faut savoir, vaut mieux s'arrêter, mettre à la poubelle, recommencer une feuille blanche. Et au moins, donc ce qu'il faut, c'est maximiser le travail non fait. C'est pas maximiser le travail qu'on a fait sur lequel on s'est galéré, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire. Allez, c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est posé des questions avec Total. Il y a des choses qui avançaient pas bien. Et on a dit, on s'en fout. Ce qu'on a fait, on va la mettre à la poubelle. On va recommencer autre chose. Et ça permettra effectivement. Il faut que ce soit, parce que du coup, il y a tellement de projets qui crèvent de ça, qui disent ouais, mais quand même, on a passé tellement de temps. Putain, si on arrête, on est tous des cons. On a le droit. Comme je vous ai montré tout à l'heure, effectivement. On a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, mais il ne faut pas qu'on soit arrogant dans notre décision. On n'a pas forcément fait une erreur, et l'erreur nous a peut-être nous aider à faire mieux la prochaine fois. Et il faut qu'on déculpabilise par rapport à ça, et faire des erreurs, c'est pas un problème. C'est faire la même erreur qui est un problème. Faire toujours la même erreur, c'est ça qui est un problème. Donc l'idée, c'est effectivement, il faut qu'on puisse rebondir sur des erreurs, de manière à pouvoir effectivement s'en servir, et effectivement pouvoir nous guider vers ce qui crée. Donc c'est maximiser le travail non fait. C'est-à-dire que le temps qui nous reste, c'est ça qui a de la valeur. Ce qui est derrière nous, on s'en fout. Si on part d'une feuille blanche, et qu'est-ce qui reste comme nombre de jours de dev, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus malin, indépendamment de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, comme il y a beaucoup de fonctionnalités des fois qui ne servent à rien, parce qu'il y a 64% des fonctionnalités qu'on développe qui ne servent jamais, donc ça c'est des statistiques qui sont faites sur des grands panels, c'est important de se reposer des questions, et en cours de route, il n'y a pas de honte à dire, excusez-nous, on vous a exprimé tel besoin, on s'aperçoit que c'est une connerie. Parce qu'on l'a testé auprès d'un client, on voit que ça marche pas, et par contre, on a une autre qui est beaucoup mieux. Et c'est ça l'agilité. L'agilité, on a le droit de se tromper. On a le droit de dire le contraire de ce qu'on a dit 15 jours avant. Mais par contre, il faut l'expliquer. Il faut le dire, et il faut le construire, et il faut être tolérant. Effectivement, si vous demandez à quelqu'un d'aller à gauche et qu'après vous dites qu'il faut aller à droite, faut dire, oui, mais il faut qu'il change. C'est normal, parce que les besoins évoluent, tout va plus vite,
ça va très vite, il faut pouvoir décider au quart de tour. Mais effectivement, changer d'idée n'est pas du tout défendu, même c'est recommandé. Et dans l'agilité, la phrase que j'aime beaucoup qui dit « Un projet raté est un projet au cours duquel personne n'a eu de meilleure idée que ce qui était initialement prévu. » Ça montre qu'effectivement, le projet n'est pas forcément bon à l'origine, il le devient grâce à l'agilité. Donc, dernier slide. Donc, c'est un résumé. Donc, on fait un backlog, on fait un Trello dans lequel on met tous les tickets. Ensuite, on va faire des priorités, enfin un poker planning, on fait la liste, on se met d'accord sur les priorités par rapport au poids de chacun, etc. Et ensuite, on va faire des itérations. Donc, on a le burn down en fait qui voit l'avancement, combien on brûle, le Trello, l'équipe elle avance, et à la fin, on arrive effectivement à quelque chose qui est livrable. Donc, le but, c'est que l'agilité, c'est que tous les mois, tous les 2 semaines ou 4 semaines, on livre quelque chose qui est potentiellement utilisable. Même si des fois, on dit, bah non, on va pas le mettre en production parce que le client va pas comprendre si on met juste ça, il faut qu'il y ait autre chose. Mais il faut que potentiellement, et on compte la chose faite quand elle est potentiellement mise en production. C'est-à-dire il suffirait d'appuyer sur un bouton pour mettre en production. Et à partir du moment où on livre au client, qu'on fait une démo et qu'on livre, à ce moment-là, on fait une rétro, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire la prochaine fois? Etc. Donc, c'est quelque chose c'est de l'amélioration continue qui permet effectivement de pouvoir converger toujours plus vers quelque chose de plus efficace, qui va plus vite, qui délivre plus de valeur au client. Voilà, c'est tout. Je finis sur ce slide-là. Donc, il est 16h31. Donc, j'ai 1 minute de retard. Désolé. Mais alors, s'il y a une question ou deux, je vais bien y répondre. Sinon, ceux qui veulent partir, vous êtes libres de quitter cette. Je pense qu'il faudrait faire un rôti aussi. Ah oui, très bien. Sur ton retour, ça montrerait un exemple de qu'est-ce que c'est le feedback pendant l'agilité. Voilà. Alors, pour que Grégory apprenne si c'est bien ou pas cette présentation, l'idée c'est souvent en agilité après une réunion ou quoi, et on fait ce qu'on appelle un ROTI, c'est-à-dire Return on Time Investment, c'est-à-dire le temps que vous avez passé là, 1 heure, est-ce que ça vous a servi ou est-ce que c'est du temps perdu? Et donc afin que Grégory, s'il doit refaire la même présentation, il sache s'il faut qu'il l'améliore et sur quel point. Et déjà, rien qu'en sachant un petit peu, avec un chiffre, vous allez noter dans le chat à côté, vous allez tous saisir en même temps, histoire que ça n'influence pas les uns les autres. On va compter jusqu'à 5, et à 5, vous allez tous taper une valeur. Entre 1 et 5, 1, vous avez perdu votre temps. En gros, vous aurez mieux fait de ne pas vous connecter. Ou 5, c'est 1 heure de gagner 1 heure de passer qui va vous en faire gagner 10 dans les jours à venir.